Ça nous fait évidemment plaisir de vous accueillir, et plus encore un samedi matin à 11 h, ce qui est quand même un joli geste de votre part. Alors, voilà, alors une belle image de ce Mont Blanc Centre, prise il y a à peu près 1 an. Donc toutes les façades, vous voyez, du numéro 1, 3 et 5 de la rue de Champcoulet, les 3 numéros qui font ce bâtiment, toutes les façades avaient déjà été rénovées. Des travaux importants, ça se voit pas, quasiment pas. C'est comme quand on restaure une église gothique et qu'on refait les voûtes. Après on dit, bah, ça a toujours été comme ça. Si on ne l'avait pas fait, ça se serait peut-être écroulé. Mais voilà, là en particulier, il a fallu reprendre tous les bords de dalles, ce qui était des travaux très compliqués. Et la comparaison avec un édifice médiéval n'est même pas forcée, parce que d'abord ce bâtiment est maintenant protégé au même titre qu'une cathédrale, inscrit au patrimoine, et genevois et suisse. Et chaque acte de rénovation est en réalité un acte de restauration qui demande, là par exemple, il a fallu passer 6 mois pour réussir à refabriquer exactement le même béton pour ces bords de dalles, avec la même granulométrie, la même colorimétrie, etc. etc. Donc c'est un travail complexe et fin. Bon, ça pouvait se voir de l'extérieur. Et puis ce que nous inaugurons aujourd'hui, enfin ce week-end avec vous, c'est la réfection intérieure de tout ce bâtiment qui était en assez mauvais état, sans dommages irréversibles, on peut le voir, mais qui depuis 1952, au gré des locataires et d'un propriétaire un peu défaillant, ça avait fait l'objet de toutes sortes d'aménagements plus que discutables, assez problématiques, avec des cloisons dans tous les sens, des portes en métal blanc ou en plastique, enfin voilà, des sols en moquette de toutes les couleurs, enfin toutes sortes comme ça de choses qui évidemment dégradaient beaucoup l'aspect intérieur du bâtiment. Et donc tout ça a été refait, très compliqué, très long, hein, puisqu'évidemment il y a déjà des occupants, donc il a fallu faire toutes sortes de rocades pour faire ces travaux. Ça a pris 2 ans pour rénover tous ces espaces intérieurs. Voilà, bonjour, bienvenue, allez-y. 2 ans de travaux, et là on est très content. Alors ces travaux, ils ont consisté... allez-y, je vous en prie. Ces travaux ont consisté à refaire tous les sols. Alors tout ça évidemment avec... vous filmez, madame? Oui, un petit peu. Faites-en bon usage. Hein. Oui, j'en ferai très bon usage, promis. Pas de montage tendancieux après coup. Non, ça je pourrais pas. Bon. Donc là, on a refait, on a d'abord tout remis, je dirais, à nu. On a enlevé tous ces ajouts un peu baroques. On a refait tout le cloisonnement originel, parce que le bâtiment est très modulaire, comme souvent cette architecture dans la lignée du modernisme. C'est ce qu'on appelle le plan libre, hein, le corbuséen. Donc les bâtiments sont imaginés pour qu'on puisse réaménager les espaces intérieurs, mais pas n'importe comment. Et donc là, ces cloisonnements répondent à des principes de grille très précis, très stricts. Et donc on a refait tous les aménagements intérieurs de tous les espaces de ce bâtiment. Donc il y a les mêmes lampes partout, dans les 8000 m² du bâtiment, le même sol, etc. Donc ça redonne au bâtiment toute sa pureté, sa rigueur de dessin, sa rigueur constructive. Et ça, vous pourrez voir combien c'est beau en réalité, sous cette allure un peu minimale, un peu froide pour certains. Mais vous verrez notamment si vous allez au 5e, 6e étage, dans les grands espaces open space, c'est vraiment sublime en termes de qualité d'espace, de circulation, de lumière, d'ambiance, etc. Et puis après, le plus gros que nous avons réalisé, c'est à cela principalement qu'on vous invite aussi, c'est
tous les espaces de circulation du bâtiment. Et là, vous pouvez voir combien Sauger était un architecte qui avait plus que le souci du détail. D'abord, c'est ce qu'on appelle une architecture totale, c'est-à-dire que l'architecte prend en charge tous les éléments, même les plus infimes de son architecture. Et donc les poignées de porte, par exemple, n'étaient pas des poignées de porte achetées dans le commerce, c'est des poignées de porte dessinées par Sauger. Les portes elles-mêmes, il y a ces éléments, ces impostes décoratives en aluminium, tout ça a été fait sur mesure, commandé à des artisans pour le projet. Tous les luminaires de ces espaces, très beaux, en aluminium aussi, c'est un autre aluminium, il y a deux aluminiums différents pour les éléments décoratifs et pour les éléments fonctionnels. Tous ces luminaires, pareil, ont été dessinés par Sauger pour cet immeuble. Les boîtes à lettres ont été dessinées par Sauger, on les a restituées avec les plans d'origine, si vous regardez en bas, et c'est très beau, c'est un dessin extrêmement sophistiqué, on peut dire même. Au démarrage de chaque volet d'escalier, vous avez peut-être vu aussi, il y a un cendrier qui est vraiment inclus dans l'architecture. Ça fait partie de l'économie formelle de Sauger, et il dessine donc ces cendriers avec un piétement oblique, etc. Donc c'est vraiment un goût du détail qui va extrêmement loin, et c'est là qu'on voit que cette architecture, qui encore une fois pouvait paraître un peu systématique, elle l'est à certains égards, et d'une complexité, d'une subtilité incroyable, et c'est des espaces, on a souvent aussi parlé de rationalisme à propos de cette architecture, mais en réalité ça convoque vraiment la sensibilité. Alors il faut qu'elle soit formée un peu, hein, comme toujours, à cela, mais c'est quelque chose qui est extrêmement sensible, en particulier dans le choix des couleurs, c'est très délicat. Et c'est ça à voir, on a parlé même parfois, vous savez, de brutalisme à propos de ces architectures de béton, d'acier et de verre, et en réalité c'est une architecture qui, au contraire d'être brutale, est très délicate. Et donc elle est belle quand on en respecte, ou quand on en restaure la délicatesse. On en a fait, nous, l'expérience très concrète, par exemple en refaisant le choix des couleurs du bâtiment. Là encore, comme dans tout monument historique, on a fait venir des spécialistes, il y a eu des stratigraphies de fait, on a ressorti toutes les couches de peinture une à une, jusqu'à être certain de retrouver les couches de peinture originelles du bâtiment, et là on a trouvé le bel ocre, là il y a d'ailleurs des nuances un peu différentes sur les piliers, sur les murs, on a retrouvé toutes les nuances de bleu qu'il avait utilisées, et tout cet accord de bleu, d'ocre, de gris, qui fait la coloration et la sensibilité de ce bâtiment. Le sait pas toujours très bien. Genève est une très belle ville d'architecture du XXe siècle. Ça a commencé en 1932 avec Corbusier, la clarté, et ça, il faut quand même le savoir, hein, c'est une des 17 réalisations de Le Corbusier qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous savez, c'est pas rien. On considère vraiment que il y a des tas de cathédrales d'Europe qui ne sont pas au patrimoine mondial de l'UNESCO, une quantité. Ça veut dire qu'on considère quand même que ce bâtiment, il vaut quelque chose pour l'humanité entière. Voilà, il est à Genève, au quartier des Eaux Vives. Et après, le Corbu a eu une histoire très compliquée avec Genève. Il n'aimait pas du tout Genève, il y a eu beaucoup de déboires à Genève, c'était une histoire un peu compliquée. Enfin, il a quand même laissé ce chef-d'œuvre qu'est la clarté. Et un peu dans ce sillage, il y a toute une génération d'architectes, alors vraiment genevois, les Braillard, Honegger, mais pour cette période, principalement Marc-Joseph Sauger, l'architecte de ce bâtiment et beaucoup d'autres à Genève, et Georges Ador, qui a notamment fait le très beau bâtiment qui est avenue de Châtelaine, qui est occupé par qui est le siège, la direction, l'administration, la bibliothèque de la Haide maintenant, qui est aussi un chef-d'œuvre d'architecture de cette époque. Et Ador et Sauger ont d'ailleurs des points communs, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord très contemporains, ils ont des visions très proches, et tous les deux sont très marqués aussi par l'architecture américaine. Ils réalisent ces bâtiments à
à peu près dans les mêmes années, hein. Là 52-53, le bâtiment Ador de la Haye maintenant c'est 54-56, et les deux reviennent de voyage aux États-Unis à ce moment-là et sont évidemment influencés par l'architecture américaine. Alors d'un point de vue formel, comme on le voit là, la façade rideau, que vous voyez, mais aussi des choses qui peuvent paraître des détails, mais qui sont pour nous tout à fait sublimes, comme ces fenêtres à crémaillère, qui s'ouvrent d'un seul geste en fermant, voilà, et dont le dessin est tout à fait remarquable, fenêtres aussi en aluminium, et ça c'est vraiment quelque chose que Sauger a vu, qu'il a redessiné, mais qu'il a vu aux États-Unis dans cette jeune tradition. Il est pensé comme constitutif évidemment de l'espace urbain, mais dans une interrelation avec l'espace public. Et c'est pourquoi il a créé ce passage qui actuellement est obstrué, mais qui habituellement, il va être ouvert très bientôt, est très emprunté. Les personnes préfèrent passer donc là, à travers le bâtiment, pour aller rue du Cendrier, plutôt que d'en faire le tour de cette façon-là. Et donc le bâtiment, c'est aussi une rue. Bon, c'est pas tout à fait nouveau, hein. Il y en a d'ailleurs plein d'autres exemples à Genève avec les galeries, ou à Paris. C'est une chose qui se pratiquait déjà au XVIIe siècle, mais qui là se trouve réactivée dans une logique quand même un petit peu différente. Et puis l'autre élément très important, qui maintenant va être très important pour nous, c'est que le bâtiment, il est pensé d'emblée comme multifonctionnel. Donc c'est pas un bâtiment de bureau ou un bâtiment d'habitation. C'est un bâtiment qui mélange différentes fonctions. C'est un bâtiment dans lequel on imagine qu'on peut arriver le matin à 8 heures, qu'on va prendre un croissant en passant à la boulangerie qui est en bas, qu'on va aller dans un bureau travailler, qu'on va aller au premier étage ou au rez supérieur déjeuner à midi, qu'on va remonter au travail, qu'on va vite descendre aussi au rez supérieur pour aller chez son coiffeur, se faire une mise en pli, et puis qu'on va ressortir et aller au cinéma qui est dans le bâtiment pour finir sa journée agréablement avant de rentrer chez soi. Voilà. Donc ce sont des lieux de travail, ce sont des lieux de commerce, ce sont aussi des lieux de divertissement et bref des lieux de vie. Donc c'est pas seulement voilà, une fonction comme travailler, mais c'est quand même ma phrase avant de revenir à ça. Nous allons aller encore plus loin, puisque dans le programme que je représenterai après, nous allons créer un hôtel-cinéma. Et ça, c'est un joli hommage à Sauger, puisque lui-même avait prévu un hôtel-pension au 5e étage auquel finalement il a renoncé. Voilà. Et nous, on reprend cette idée, mais au lieu de faire un hôtel-pension, on va faire un hôtel-cinéma. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc là, on rappelle quel cinéma, tout de suite, novembre 52, première projection. Il y a eu Paris, puis Genève, avant Le Monde, dans la diffusion de ce nouveau format. Ce qui là aussi montre Sauger son intérêt pour la technologie contemporaine. On en verra un autre exemple. Il est furieusement moderne. Voilà. On disait à l'époque, et c'est pour ça qu'il travaille aussi avec des ingénieurs, il cherche vraiment l'innovation technique, et là en l'occurrence pour la projection. Donc ouverture en 52, le cinéma est le cinéma est le plus grand. Il y a plein de places là, regardez. Je vais presque vous dire qu'il y a eu le temps de les bras, sauf qu'il n'y en a pas. Mais... Et puis comme tous les cinémas dans les années 80, ça chute, la fréquentation des salles baisse, toutes les salles sont en crise, c'est un modèle commercial qui ne fonctionne plus. Bref, ça continue de vivre mal, jusque janvier 2004, fermeture du cinéma. Ensuite, vous le savez aussi, hein, ça c'est très, très important, le cinéma va être en déshérence pendant plus de 15 ans. 2019, il est sur le point d'être vendu à un promoteur qui va y faire un désastre, qui va détruire le cinéma, qui est vraiment le joyau de ce chef-d'œuvre architectural. Et le bâtiment lui-même aurait été transformé en chambre d'étudiants, enfin quelque chose qui l'aurait aussi en réalité détruit et en commerce dans sa substance. Et puis, fort heureusement, Deus Ex Machina, une fondation privée importante qu'on connaît
rachète le bâtiment, nous le confie et nous propose de créer une nouvelle fondation qui est la fondation Platzad que je préside pour y inventer un nouvel avenir et un nouveau destin, en particulier pour la salle de cinéma, mais pas seulement. Je crois que ça arrive un petit peu plus tard. La manière quand même très théâtrale avec laquelle Sauger imagine le cinéma. Pour lui, le cinéma, c'est le spectacle de la modernité. Et un peu plus loin, vous les voyez là, il traverse donc tout le cinéma, traverse le promenoir, traverse le balcon, il se courbe et ensuite, ce sont des longues fermes qui vont poser sur une seule poutre contre le mur du fond, contre le mur qui est derrière l'écran. Et tout ça fait une toiture autoportante, uniquement sur ces 6 piliers en aluminium. Et ça, c'est une prouesse architecturale, c'est une invention architecturale tout à fait importante, mais c'est aussi une prouesse technologique. Et là, on voit, qu'on retrouve là, et qui font l'exceptionnelle qualité de ce bâtiment. Et ensuite, il traverse tout le plafond avec simplement le plafond en plâtre bleu, hein, mais tout est sur. Oui, peut-être là je reviens plutôt à l'espace dans lequel nous sommes. Et si on fait cette ouverture, c'est parce que pour nous c'est un premier achèvement dans le processus. Il y en aura 2 autres à venir plus tard. Ça, c'est vraiment le premier acte de cette petite dramaturgie, mais qui pour nous signifie un double accomplissement. Le premier, j'en ai parlé longuement, c'est la restauration de tous ces espaces, les travaux terminés. Voilà, tout le monde va être un peu au calme maintenant et travailler bien dans ces bâtiments. Mais le deuxième accomplissement, c'est que d'emblée, on a pensé qu'on allait faire beaucoup plus qu'un cinéma, je vais y revenir, et que ce bâtiment lui-même allait être articulé à la fonction culturelle du bâtiment, et qu'on en ferait une sorte de maison du cinéma ou des maisons de la culture à Genève. Alors ça, c'était un pari. Et évidemment, la grande satisfaction aujourd'hui, c'est que le pari est réussi au-delà de nos espoirs. Hein, et que nous sommes d'ores et déjà 13 structures culturelles à vivre et travailler dans ce bâtiment. Voilà. Et il y en a moins. Alors bien sûr, quand je dis 15 structures culturelles, parmi elles, il y a le bureau d'architectes, FTLB, évidemment l'architecture, vous l'avez compris, est pour nous un des éléments constitutifs essentiels d'une culture, à toute époque de la civilisation. Dans le sous-sol, la salle de cinéma, le rez inférieur, le rez supérieur, le premier étage. Alors d'emblée, on s'est dit, il faut faire beaucoup plus que le cinéma. Non, on s'est dit 2 choses d'abord. Parce que quand on m'a confié tout ça, on m'a juste dit, tu fais ce que tu veux, ta carte blanche, mais il faut que la salle, il faut redonner vie à cette salle. Qu'est-ce qu'il faut y faire aujourd'hui? Nous, on ne sait pas. Il faut voir, est-ce que c'est faire un lieu de spectacle, un dancing, il en manque à Genève, un lieu pour la musique électronique, j'en sais rien, on aurait pu imaginer, si vous voulez, bon, un lieu pour faire des événements privés, enfin, tout c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas juste une très belle architecture, c'est un très beau cinéma. Si on en fait autre chose, c'est un dévoiement. C'est sublime dans sa fonction cinéma. Donc il fallait le recréer comme un cinéma. Ça, c'était évident. Puis partant de là, on dit ouais, mais d'accord, mais comment on fait? Parce qu'en même temps, cette salle, impensable, évidemment, totalement inimaginable de la diviser comme on l'a fait dans les grandes salles pour faire 3-4 salles, etc., etc. Impossible. Comme je l'ai dit, elle a été vraiment pensée comme un tout indivisible, et c'est ce qui fait sa qualité. Donc, comment on fait aujourd'hui avec une salle de 800 places bon. Et ça demande à vraiment réinventer les choses complètement. Et ça, c'est le vrai expérience cinéma. Redonner aux personnes qui ont le cinéma à la maison, qui ont même le cinéma sur leur téléphone, enfin, c'est vraiment pas la même chose. Hein. C'est un peu, voilà, un peu comme les œufs de l'Olympe et le caviar. Ouais. Mais enfin, voilà. Parfois, on fait pas la différence. C'est bien les deux. Hein. Voilà. Donc, c'est une mauvaise comparaison. Enfin,